Je ne peins pas ce que je vois, mais ce que j'ai vu, écrivait le peintre norvégien Edvard Munch. Et il ajoutait « Mon art est une confession, ainsi qu'une tentative d'appréhender mon rapport au monde. C'est donc un égoïsme, mais j'espère toujours aider les autres à trouver un équilibre. » Et c'est vrai qu'à la vision des fantasmes et des obsessions tragiques de Munch, votre propre monde intérieur peut vous sembler paisible. Prenons Le Cri, son œuvre la plus fameuse, qui met en scène un personnage esseulé et squelettique, apparemment épouvanté devant les forces d'une nature immense et impitoyable. Il est comme un miroir des drames personnels du peintre, confronté à nombre de deuils précoces. Abandonné par les siens, silhouette fantomatique à l'arrière-plan, le personnage du Cri laisse libre cours à sa panique. L'atmosphère dramatique est appuyée par des effets graphiques auxquels Munch aura recours toute sa vie et par des couleurs violentes qui révulseront une bonne partie de l'Europe. Regardez ce ciel sanguinolent et cette mer houleuse qui ne sont que lignes sinueuses se déployant vers l'horizon flou d'un univers obsédant. Cet univers, c'est l'enfer qui s'étend à l'infini. À propos du Cri, Edvard Munch écrira « Au-dessus du fjord bleu-noir pendaient des nuages rouges comme du sang ou comme des langues de feu. Mes amis s'éloignaient et seul, tremblant d'angoisse, je pris conscience du grand cri infini de la nature. » Contrairement à une idée reçue, ce n'est donc pas le personnage qui crie, mais la nature, et s'il se bouche les oreilles, c'est pour échapper à ce cri, aujourd'hui considéré comme le vrai manifeste de l'expressionnisme européen. C'est la même frayeur devant l'immensité d'une nature hostile que l'on retrouve dans Angoisse, avec une composition et un décor à peu près semblables, mais cette fois le tableau est habité par une foule hallucinée, reconnaissable dans la rue Karl Johan le soir, la plus animée du centre d'Oslo qui devient, sous le pinceau de Munch, un monde de cauchemar. C'est encore cette frayeur que l'on retrouve dans La Vigne Vierge, où un homme aux yeux de poisson mort semble écrasé sous les poids conjoints d'une maison écarlate et du paysage environnant. On le voit, toute son œuvre en témoigne, Edvard Munch semble obsédé par un sentiment d'impuissance devant l'inéluctable, d'où ses visages de spectres cloués par le désespoir. Mais il est obsédé aussi, regardez le baiser, par l'impuissance tragique de l'homme devant la femme, qu'il peint en vampire, triomphant sans relâche du pauvre sexe masculin, dressé jusqu'à l'épuisement dans un désir non partagé. Le dramaturge suédois August Strindberg, qui partageait ce fantasme de menthe religieuse, décrit ainsi le tableau. La fusion de deux êtres dont le plus petit, en forme de carpe, s'apprête à dévorer le plus grand, selon les habitudes de la vermine, des microbes, des vampires et des femmes. Tout de même, les adolescentes échappent à ce jeu de massacre, on peut le vérifier dans Sphinx, où une ingénue vêtue de blanc, symbolisant l'innocence et la pureté, abandonne la scène à une jeune femme aux cheveux rouges, figurant la tentation sexuelle, ainsi qu'à une femme plus âgée, habillée de sombre, qui peut aussi bien représenter l'image de la mère que celle de la servante. Et je vous laisse deviner qui attend derrière la porte. C'est le cas également dans la puberté, où une jeune fille, tout en pudeur et fragilité, semble déchiffrer sur nous le déroulé angoissant de sa vie à venir. Pourtant, au tournant du siècle, une inflexion s'amorce dans sa peinture. Munch donne le sentiment maintenant de vivre en harmonie avec une nature devenue hospitalière. Deux jeunes filles avec arbres en fleurs en témoignent, qui appartiennent à un monde plus léger, plus poétique, mais aussi de nombreux nus, presque joyeux, qui prouvent qu'Edvard Munch en a fini avec la peinture catharsis, qu'elle a cessé d'être pour lui un moyen de se libérer de ses angoisses métaphysiques.